enregistré, c'était bien un épanchement pleural de grande abondance. Alors, concernant les antécédents du malade, il n'y avait aucun antécédent médico-chirurgical. Ses habitudes de vie, c'était un patient non tabagique, non alcoolique, pas de notion de contact tuberculeux dans sa famille. Sa profession, c'est un patient retraité et c'était un ancien garde communal. L'histoire de sa maladie. Le début de ces troubles remonte à plusieurs mois, par l'apparition de douleurs basiques thoraciques droites. Ces douleurs ont motivé plusieurs consultations en ambulatoire chez plusieurs médecins, généralistes et spécialistes, mais sans résultat. Plusieurs examens complémentaires ont été demandés. Je vais vous citer quelques examens. Fibroscopie digestive faite par son médecin gastrologue, échographie abdominopelvienne prescrite par son médecin généraliste traitant, une radiographie du thorax prescrite par son pneumologue, où c'est un cliché antérieur, le malade est venu avec ce cliché, où le collègue a fait son travail, il a posé le diagnostic de plénésie droite de moyenne abondance, il a fait sa fonction exploratrice, il a demandé une étude cytologique, c'était un régalta positif à 44 grammes par litre. Étude cytologique polynucléaire neutrophile prédominant menée à des ionosyphiles. Le malade a reçu son traitement et il est rentré chez lui. Mais malheureusement, l'évolution n'était pas bonne. L'état du patient s'est compliqué par l'apparition d'une dyspnée. Et le patient s'est rendu aux UMC de notre PH. D'où son hospitalisation au service de pneumophysiologie. L'examen d'entrée, bien sûr, au niveau des urgences, c'est vite fait. On doit faire un examen d'entrée. L'état général du patient était moyen. Le patient était dyspnéique. On a remarqué que c'était une orthopnée. L'infirmier consciencieux comme il nous signale comme quoi le malade a une tension artérielle à 21,6. L'examen de l'appareil respiratoire, à droite, c'était bien sûr un syndrome d'épanchement pleural qui vient droit. À gauche, il y avait des rats crépitants, surtout bas à gauche. Alors, devant ce tableau clinique, j'ai laissé mon épanchement pleural à côté et j'ai pensé à une urgence hypertensive. Notre conduite était ainsi. On a commencé par la réutilisation et le traitement de sa tension artérielle en collaboration avec, bien sûr, avec le médecin cardiologue. L'évolution, heureusement pour nous, il y avait une amélioration de sa dyspnée et une stabilisation de sa tension artérielle. Après l'amélioration de son état, le malade pouvait bien se mettre en position assise. J'ai décidé de refaire ma fonction exploratrice et de refaire l'étude chimique. L'étude chimique, c'était l'élévateur positif, l'étude cytologique, prédominance des polynucléaires neutrophiles et eosinophiles. J'ai décidé pour soulager le malade de faire une fonction évacuatrice. Et malheureusement, ma fonction évacuatrice était très difficile. À chaque fois, je retire quelques cc et ça s'arrête. Alors que d'après la radiographie du thorax à l'entrée, il y avait 2 à 3 litres. Alors là, j'étais vraiment bloquée. Alors j'ai décidé de revenir au malade. Le malade, c'est la source. Et j'ai refait mon examen clinique. Au niveau du pelvis, l'interrogatoire, les signes cliniques, il n'y avait aucun signe fonctionnel. J'ai laissé 500 à part. Au niveau de l'abdomen, non plus. Abdomen souple, examen normal, il n'y avait rien. Mais le malade, il a 70 ans, il sait ce qu'il dit. Il pose sa main au niveau de l'hypocondre droit. Il me décrit des douleurs intermittentes, légères, avec une sensation de pesanteur. Il me décrit aussi des nausées. Je ne peux pas toucher à l'objectif parce que j'ai des nausées. Alors, devant ce tableau clinique, j'ai décidé d'explorer cette zone. Et j'ai demandé, moi aussi, j'ai demandé une échographie, mais j'ai demandé une échographie thoraco-abdominale. Comme notre professeur nous a dit hier, pour le radiologue, j'ai les orientés. J'ai adressé une lettre bien explicative, comme quoi ma fonction exploratrice était difficile, et le malade a des douleurs de l'hypocampe droit, et mon collègue me répond oui, il s'agit bien d'un épanchement pleural, mais c'est un épanchement pleural
cloisonne. Et au niveau de l'abdomen, comme quoi il y a une kyste hépatique. Alors là, j'ai décidé de pousser les investigations et j'ai demandé un scanner thoraco-abdomen. C'est des coupes, c'est les fenêtres pulmonaires. Alors, et cette fois-ci, mon collègue me répond, il s'agit bien d'un épanchement pleural liquidien droit, mais c'est un épanchement pleural enkysté cloisonné. Et comme quoi, il y a une atelectasie en bande pulmonaire droite. Au niveau du foie, il y a un kyste hépatique 10 segments 8 de 9 cm, donc contact remanié. Et la clé du problème, c'était qu'il y a une communication entre la flèche et l'abdomen par l'intermédiaire d'une brèche diaphragmatique interne thoracal. Heureusement pour ce malade que la brèche était au niveau du diaphragme et non pas au niveau de la veine cave. Alors, maintenant, je me suis soulagée, j'ai un diagnostic radioclinique. Mais il faut confirmer ce diagnostic par la biologie avant de prendre aucun acte thérapeutique. Alors, j'ai demandé une sérologie hydatique. Et ma consoeur me répond oui, il s'agit bien d'une hydatidose parce que votre sérologie est positive. Alors là, j'ai un diagnostic. C'était bien, selon ce tableau, nous concluons qu'il s'agit d'une rupture d'un kyste hydatique hépatique dans la plaie. Et qu'il nous faut tenir, bien sûr, ça dépasse la pneumologie, je ne peux pas rien faire. La chirurgie générale non plus, ce n'est pas la peine d'embêter le chirurgien de l'EPH. Alors, on a contacté les gens du service chirurgie thoracique de la HUDO. Ils n'ont pas tardé à nous répondre. Et le patient a été évacué au service de chirurgie thoracique de la HUDO. Il a été hospitalisé, il a bénéficié du tour chirurgical, les suites opératoires étaient simples, diagnostic confirmé, rupture d'un kyste hydatique du dôme hépatique dans la plaie. Ma patient sortant après environ un mois d'hospitalisation à la REVO, il a bénéficié d'un traitement de sortie, antalgique, kinésithérapie et bien sûr le traitement de sa tension artérielle. Patient sous surveillance médicale. La discussion. Alors, l'hydatidose devient fréquente dans les pays de forte endémie. La présentation clinique est variable. C'est une maladie silencieuse, d'évolution lente. Sa gravité réside dans ses complications. Le choc anaphylactique, la rupture et la réinfection. Les complications, heureusement, elles sont rares, mais malheureusement, elles sont graves. L'échographie couplée au scanner joue un rôle important dans le diagnostic des complications. La sérologie reste l'étape essentielle du diagnostic préopératoire. La chirurgie reste le traitement de choix des formes compliquées. La prévention reste le seul moyen sûr et fiable pour lutter contre cette maladie. Le kyste hydatique du foie est une affection parasitaire due au développement intrahépatique de l'Echinococcus granulosis. Dans de rares cas, le kyste hydatique du foie est révélé par une complication comme la pleurésie droite illustrée dans notre cas. Notre conclusion est ainsi, la rupture du kyste hydatique du foie dans la plaie après érosion diaphragmatique est rare. Mais le diagnostic doit être évoqué en cas d'épanchement pleural liquidien à éosinophile unilatéral droit, surtout dans un contexte endémique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Rafoussi. C'est un excellent cabinet. La portée fidèlement. Merci. On va passer à la deuxième étape, c'est celle des questions que vous allez poser aux 4 communicants. Est-ce qu'il y a des questions à poser au professeur de ceux-ci? Je ne sais pas si les communicants peuvent me rejoindre ici, c'est peut-être mieux, s'il vous plaît. Madame Zaroual. Je vais donner ma chaise, moi. Je vais essayer de la donner. Notre communicant, s'il vous plaît.
question à poser au professeur de ce monsieur. Oui, monsieur Ponsi. Merci, M. Maouch. Bon, on reçoit toujours parfois des thrombopénies faciès sur EDTA dû à une agglutination. Alors, s'il n'y a pas de syndrome hémorragique, il y a une contradiction entre la clinique et la numération sanguine. Est-ce qu'on peut utiliser un autre tube pour éviter cette agglutination et confirmer ou infirmer la thrombopénie? Lorsque j'ai fait cette présentation-là, c'est pour nous sensibiliser mutuellement pour dire que lorsque vous analysez à l'automate, c'est de voir un peu les erreurs que fait l'automate. Vous avez bien parlé de la clinique, parce que lorsque vous avez une thrombopénie, vous avez un syndrome hémorragique. Il est exceptionnel qu'on ait des thrombopénies sans syndrome hémorragique. Vous faites déjà la confrontation avec la clinique et avec le résultat. Et à ce moment-là, normalement, le biologiste doit vous répondre lui-même avant que vous ne fassiez le frottis. C'est ça l'intérêt de cette présentation. C'est-à-dire que lorsqu'il voit le scattergramme, lorsqu'il voit l'histogramme, il va vous dire que c'est une thrombopénie factice. Vous comprenez? Et là, à ce moment-là, il est utile de faire le frottis sanguin. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que les gens ont utilisé cet automate-là pour essayer de diminuer parce que ça coûte de l'argent. Parce que lorsque vous faites un frottis, ça veut dire que vous allez utiliser une aiguille, vous allez utiliser une seringue, vous allez utiliser des lacs, vous allez utiliser des colorants, et vous allez utiliser la personne qui lit, le microscope, l'électricité, ainsi de suite. Tout ça, vous l'évitez lorsque vous analysez, vous êtes devant votre automate et vous analysez correctement. Alors, il y a des cas qui sont difficiles. À ce moment-là, vous allez faire le frottis. Mais lorsque vous avez un tableau clinique qui est évident, où il n'y a aucun symptôme, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Lorsque vous regardez le scattergramme et lorsque vous regardez l'histogramme. C'est ça l'avantage, l'intérêt de cette présentation, c'est ce que je voulais vous dire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Il y a une question là-bas. Donnez le micro, s'il vous plaît, le deuxième. Salam alaikum. Du sage-femme, je voudrais remercier l'expert qui a présenté la conférence allaitement maternelle. Je voudrais beaucoup la remercier, parce que moi aussi je m'intéresse beaucoup à l'allaitement. Ma première question, on dit que le nouveau-né, il prend le bon poids. Un nouveau-né nourri ou lait maternel, il prend le bon poids. Mais ce que je sais, c'est que les 15 premiers jours, il y a une chute de poids. Voilà, il y a une chute de poids, docteur. Alors pourquoi il y a cette chute de poids? S'il prend le bon poids après. Ma deuxième question, l'enfant nourri au sein. Généralement, on dit que quand il s'agit d'un seul bébé, et il y a des fois 2, 3, est-ce que le lait pour 2 bébés, il est adéquat? À mon avis, il est adéquat. Pour 2, 3 ou 4. Ça y est, vous allez voir. Merci. Merci.
Merci pour la question, madame. Même si vous êtes sage-femme, vous faites partie du corps médical, n'est-ce pas? Merci, vous avez dit merci, avec ça, merci. Je suis contente de la présence des sages-femmes, s'il y a des sages-femmes aussi, parce que vous avez un grand rôle pour la promotion de l'allaitement maternel. Maintenant, vous avez dit que le nouveau-né, les 10 premiers jours, ce n'est pas les 15 premiers jours, voire les 10 premiers jours, il va perdre 10% environ de son poids de naissance. Parce que vous savez qu'à la naissance, il y a des petits œdèmes, il y a de l'infiltration. Et donc, il ne va pas perdre par rapport à l'allaitement maternel, non, ça n'a rien à voir. Quel que soit le mode d'allaitement, ce nouveau-né, il va les perdre, c'est par rapport à cette infiltration, cette œdème, mais pas par rapport à l'allaitement maternel. Même s'il était nourri, et donc il faut garder le lait maternel, d'autant plus que c'est vrai que si vous allez voir le foie, des nouveaux-nés qui au sein et des nouveaux-nés qui au lait maternel, les foies sont différents. Le lait artificiel est franchement riche en protéines, contrairement au lait maternel. Mais la quantité qui existe dans le lait maternel est largement suffisante pour le besoin. Pour le besoin, non seulement pour le besoin, mais aussi pour la fonction rénale, pour le rein. N'oubliez pas qu'il est adapté aux besoins et aux particularités physiologiques. Il y a une particularité de la fonction rénale à la période natale et qui s'adapte parfaitement par rapport à la quantité de protéines. Donc ça, c'est quel que soit, c'est tous les nouveaux-nés. Pour la deuxième question, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a une quantité suffisante, c'est ça? C'est pas la qualité du lait, la qualité du lait maternel, elle est toujours au top. C'est toujours une excellente qualité. C'est en fonction de l'offre et la demande. Vous videz, il y a une production du lait. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de production. Il y a un nouveau-né qui tète, il aura sa quantité. Il y a deux, ils auront leur quantité. Il y a des mamans qui ont parfaitement allaité des jumeaux sans aucun souci, et pendant longtemps. Et maintenant, c'est à la volonté aussi de la mère, et aussi à la possibilité de la mère de le faire ou pas. Parce que si vous parlez de triplé et de quadruplé, peut-être que ça devient un peu difficile. Sur le plan pratique, personnellement, on ne peut pas parler d'un cas. Une maman qui a eu 3 enfants, c'était à Béni-Messous. Actuellement, ils sont à la fac, ils ne travaillent pas déjà les enfants. Elle les a allaités les 3. Les 3 au sein, et c'était des prématurés en plus. Hein. Ils ont tous été allaités. C'est quoi l'offre et la demande? Il y a ça se vit, il y a la reproduction. Mais s'il ne tète pas, non. S'il y a 2 qui tètent, ça veut dire qu'il y aura une production pour 2. S'il y a 3 qui tètent, il y aura une production pour 3. Il y a une autre question, on finit avec M. Besmoussi parce qu'on n'a pas fini. Alors, on a fini avec M. Besmoussi. On va passer au deuxième communicant. Donc, une deuxième question pour le professeur Zeroual. Bonjour, ce n'est pas une question, mais plutôt une remarque. Donc, j'ai remarqué en travaillant ici à l'EPH de Bigot que malheureusement la population est très pauvre et que l'allaitement maternel est très peu utilisé. Donc je ne comprends pas, c'est un peu contradictoire. Comme l'a dit Mme Zeroual, c'est non seulement sur le plan médical, et puis sur le plan économique. En plus, ici, à Biel, ce qu'on m'a dit, c'est que le lait artificiel coûte un peu plus cher que les autres régions par rapport aux grandes villes. Donc, il y a aussi beaucoup de cas d'APLV. Franchement, il y a trop de cas d'APLV. Donc tout ça pourrait être prévenu juste par l'allaitement maternel. Donc et la préparation, je salue la sage-femme, oui, parce que la préparation à l'allaitement maternel devrait commencer avant même la naissance. Expliquer aux mamans qu'elles devraient allaiter, expliquer les bienfaits, expliquer que les premiers jours c'est le lactosérum donc, qui est transparent, donc, et que le lait, la montée des œufs peut être faite quelques jours après la naissance. Donc tout ça nécessite une préparation. Les mamans, les nomades notamment, croient bien faire. Elles croient qu'en achetant le lait, donc en payant avec de l'argent chez le pharmacien, une boîte où c'est écrit en français, elles croient que c'est meilleur pour leur enfant. Or que c'est tout à fait faux. En fait, la prévention pour la
l'allaitement maternel, c'est tout le monde qui devrait la faire. Les sages-femmes, les médecins gynécologues, les pédiatres, les médecins aux urgences, que ce soit au privé, à l'hôpital, même en pharmacie. Donc les pharmaciens, franchement, ils veulent vendre, mais bon, pour le bien de l'enfant, Il faut les impliquer. Je vais juste. Madame Zaouane, oui. Merci pour cette remarque. Et c'est dommage pour les enfants d'Albania. Et l'allaitement maternel, c'est l'affaire de tous. L'affaire de tous. Des blouses blanches, quel que soit le grade. Et l'affaire aussi de l'entourage, de la population. Et comme vous l'avez très bien dit, allaiter au sein, on n'aura pas les soucis d'allergie aux protéines d'élevage. On n'aura pas les soucis de concentration, parce que vous pouvez avoir des diarrhées à cause de la concentration. Ce n'est pas une cuillère mesure pour 30 cc. Si vous oubliez, je dis voilà une cuillère mesure pour 30 cc, je dois mettre 3 cuillères pour 90 cc. J'arrive à la 3e cuillère, je ne sais plus si j'ai mis 3, si j'ai mis 4. Pas d'erreur d'édilution. On n'a pas besoin de réchauffer ou de refroidir. C'est prêt à l'emploi. Donc, tout c'est bien fait. Et c'est vous, c'est votre devoir, c'est notre devoir de convaincre cette population. C'est pas nous, on est contre personne. Nous, on veut le bien-être de nos enfants. On lutte pour la santé de l'enfant et vous êtes tous là pour la même mission. il y a certains parents donc, qui achètent de lait artificiel et comme ils n'ont pas assez d'argent, donc soit ils diluent, donc ils mettent peu de lait dans une quantité d'eau, donc c'est inadéquat, ou bien tout simplement ils ne donnent pas assez de lait. Donc ils font une bonne dilution et ils laissent l'enfant pleurer. Ils lui donnent 3 fois par jour, pas plus. Donc et ça mène vers une dénutrition. Madame Rambo, une question. Est-ce que عندكم إذاعة محلية؟ Alors, le média, la chaîne de radio locale sur RFM, alors qu'est-ce qu'elle fait? Je sais qu'à partir d'Alger, justement, je vous ai dit, le NTV ne voit pas le pays. Ça, c'est sûr. La PRTP aussi, la bouche et la prévention avant l'accouchement. Merci. Aussi, oui. Merci, Donc, c'est le problème de tout le monde. Il y a une question ici. Madame Bravo. Deuxième question. On sait que l'enfant commence par exemple un dermatite qui se complique vers la saison par un asthme, par une allergie alimentaire qui se complique par un asthme. Et ce plan de démarche allergique est important à connaître parce que l'allaitement maternel, au bout de 2 ans, permet l'installation de 5000 bactéries au niveau de l'intestin qui vont réguler le système immunitaire. Parce que nous, l'enfant est protégé par le microbe vaginal, ces arrêts de souvent voilà. Et le niveau de c'est le microbiote, donc ramené par ça c'est un concept qu'il faut la rendre et le niveau de prévention. Deuxième problème pour nous les immunologistes, c'est qu'on a dit auto-inflammatoire essentiellement la médecine. On sait qu'il y a un phénomène très important de connaître. On sait que les muqueuses, 500 mètres carrés de muqueuses sont protégées essentiellement par des IgM. Et nous les humains, dans d'autres mammifères, on a un problème de production des IgA jusqu'à l'âge de 5 ans. Okay? Et ce problème de production d'IgA, s'il n'est pas dans parce qu'on sait que l'allaitement maternel est riche en IgA, s'il n'indique pas cette homéostase par l'allaitement maternel de production d'IgA, on risque chez certains patients de ne plus produire d'IgA. Et ça va se compliquer par le maladie cœliaque. On sait que cœliaque, on a jusqu'à 7% de déficit en IgA. Okay? Le troisième point qui est important, c'est-à-dire après cette marche atopique, ce défaut de production d'IgA, qui est normal. Et le troisième point, c'est que le corps humain est doté de 2 systèmes immunitaires. Le premier système immunitaire, c'est le système immunitaire systémique. Le deuxième système immunitaire, c'est le système immunitaire des muqueuses. Il y a un phénomène très important dans le système immunitaire des muqueuses qu'on appelle la recirculation immunologique. C'est quoi cette recirculation immunologique? C'est n'importe quel challenge dans les 500 mètres carrés des muqueuses va provoquer une mémoire immunologique, pas comme le systémique. Le systémique, la mémoire immunologique, elle est stockée dans la moelle osseuse. C'est ce qui explique le bilan du type. Mais dans le système immunitaire des muqueuses, n'importe quel challenge dans les muqueuses,
ces mêmes mesures seront stockées dans les glandes exophytes. Donc par allaitement maternel, on transfère tout le patrimoine immunologique, toute la mémoire immunologique. Merci, monsieur, pour ces remarques très intéressantes et qui nous disent qu'il est unique, le lait maternel. Et là, si, avec toutes vos remarques, c'est-à-dire qu'on aurait pu prendre toute la matinée pour parler du lait maternel et on n'aurait pas terminé par rapport à toutes les remarques qui viennent d'être faites. Merci parce que vous avez confirmé l'importance de ce produit extrêmement... c'est une perle, c'est de l'or blanc, comme ils disent, le platinium. Subhanallah. Il y a M. Batsnoussi qui veut nous dire quelque chose. Non, c'est-à-dire que moi, je viens toujours vers l'histoire. Et là, si je pose une question, quel est le lait le plus proche du lait maternel chez les animaux? Le lait d'ânesse. Mais malheureusement, l'ânesse ne produit pas beaucoup de lait. C'est ça la difficulté. Et vous avez, du point de vue historique, vous connaissez Néfertiti. C'est la femme d'un pharaon. Mais vous avez dit que c'était une excellente pommade parce que ça contenait des lipides. Vous savez ce que faisait Néfertiti? Néfertiti, elle prenait une douche par jour de lait d'ânesse. Ce qui fait que lorsqu'elle se déplaçait, elle avait 700 ânesses qui l'accompagnaient. Et deuxièmement, vous avez en Afrique. Vous savez que l'Afrique, lorsque la femme allaite, elle allaite pendant 2 ans et le mari n'a pas du tout de rapport sexuel avec elle. Et c'est à la 2e année, ils font une grande sortie pour faire le sevrage et ils reviennent. Et à ce moment-là, il y a le sevrage et il y a parce qu'ils sont polygames. Donc ça, c'est le deuxième point. Nous, en Algérie, notre problème, c'est que moi, qui suis toujours vieux, je serai toujours vieux, je ne veux jamais rajeunir. J'ai vécu avec les saints. Je connais les saints d'Aïcha, je connais les saints de Fatma Zahra, je connais les saints de Malika, je connais tout ça. C'est mes cousines et mes tantes et tout. J'ai vu leurs saints. Donc, en étant gamin, dans la cour intérieure de la maison, les après-midi, vous avez des femmes qui étaient en train de papoter entre elles, et puis elles sortaient publiquement de leurs seins et elles allaitaient. Et ça, c'est un phénomène que nous avons perdu. Parce que pour nous, le sein, c'est un organe pour l'allaitement. Ensuite, vous avez parlé de la Letchlik. La Letchlik, parce que vers les années 70, vous avez pratiquement l'allaitement maternel est arrivé à 0% aux États-Unis. Et ce sont les femmes universitaires qui ont décidé de prendre en charge ce problème-là. Et elles se déplaçaient avec leur enfant, elles allaient dans les gares et dans les lieux publics, elles s'asseyaient, elles sortaient le sein, alors que le sein, dans le monde occidental, n'a pas la même connotation. Et à ce moment-là, elles allaitaient publiquement. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à remonter, et c'est pour ça que vous avez les pays scandinaves actuellement, où vous avez le taux d'allaitement le plus élevé. Ensuite, vous avez parlé d'un point qui est important, c'est le problème de l'allaitement et des médicaments. Par ignorance, je pèse mes mots, le corps soignant, lorsqu'il ne connaît pas une problématique d'un médicament, au lieu d'aller voir dans les livres, parce qu'il faut toujours aller voir dans les livres, pour répondre s'il y a une contre-indication à l'allaitement maternel pour ce médicament ou pas, il va contre-indiquer l'allaitement maternel de façon véritablement allègrement comme ça, ce qui est une situation catastrophique. Donc, lorsque nous avons des... Si vous lisez le Vidal, il y a un chapitre consacré à la grossesse, consacré à l'allaitement, et à ce moment-là, vous vérifiez et vous faites la bonne prescription. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Et le deuxième point pour finir, lorsque vous connaissez l'histoire de Rome, Rome, elle a été créée par Romulus et Rémus, ils sont 2 frères, et paraît-il que leur mère était morte, et elles ont allaité la louve. Ça, ce n'est pas possible, c'est impossible, parce que le lait de louve est toxique pour l'enfant, il serait mort, il n'aurait jamais pu construire Rome. Merci. Merci, M. Batsnoussi. Je ne sais pas s'il y a une autre question pour le professeur Dalois. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions pour le 3e communicant, qui est le docteur? Oui, Madame Dalois, allez-y. Non, c'est juste pour revenir à la communication de M. Batsnoussi. Vous avez vu une communication de votre pratique extrêmement importante pour
pour la prise en charge du malade, du patient d'une manière générale. Et c'est pour avoir vécu une situation un peu triste, c'est parce qu'on n'analyse pas, on ne regarde pas correctement notre numération formule sanguine. Quand on regarde la numération formule sanguine, comme il nous l'a dit, il faut se rappeler qu'on ne regarde pas tous les grands chapitres, c'est-à-dire les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, mais quand on regarde les globules blancs, on doit voir comment on appelle, les neutrophiles, l'équilibre. C'est extrêmement important. Nous, on a raté le diagnostic du leucémie parce qu'on a regardé les globules blancs, ils étaient à 8000, c'est normal. Mais si on a été plus loin, quand on a repris la formule de cet enfant, les neutrophiles étaient, il y avait une neutropénie, et cette neutropénie était le témoin de quelque chose qui veut dire que peut-être cet enfant présente un problème. Mais c'est parce qu'on ne lit pas assez, on ne regarde pas assez. Donc, il est extrêmement important, d'abord, de ne pas tomber dans le piège des erreurs, annoncer un diagnostic. On a eu un enfant comme ça, ce monsieur, si vous-même vous nous avez dit de refaire la formule, c'était un enfant qui avait le tableau d'une leucémie, leucopénie, thrombopénie, mais c'était le tube parce qu'il n'y avait pas le bon équilibre entre le sérum et la quantité de l'EDTA. Et donc, il y avait une fausse analyse et on allait donner un faux diagnostic, alerter des parents faussement et gravement, alors qu'il fallait tout simplement revenir à la base. Oui, M. Vescosi. Pour aller dans le même sens, la lecture de l'hémogramme, je pense que M. Clerbois, vous connaissez Rebecca Buckley, qui a découvert le syndrome de Buckley. Rebecca Buckley, c'est Rebecca, parce que c'est une juive. Et elle vous dit, dans le livre, dans le National Textbook of Pediatrics, elle vous dit que pour faire le diagnostic de déficit humiditaire, la première étape à faire, c'est la lecture correcte de la numération formule. Et aux États-Unis, elle vous dit qu'il faut faire une numération formule sanguine manuelle. C'est-à-dire que le prélèvement doit être fait, et c'est quelqu'un qui fait la numération avec les comptages et tout manuellement, parce que dans ce cas-là, vous avez des risques d'erreur avec l'automate. Pour vous dire l'importance. Numération formule entière, c'est-à-dire qu'elle compte les globules rouges, les globules blancs, l'équilibre leucocytaire, elle fait le VGM, elle fait les calculs et elle regarde les plaquettes. Et vous avez, je ne sais pas qui c'est celui qui s'occupe de l'immunologie à Necker, enfant malade. Il vous dit que lorsque vous lisez une numération formule sanguine, il faut la lire du début de la première ligne jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas des lecteurs. Et vous, par rapport à moi, vous êtes des QCM. Et à ce moment-là, vous lisez très superficiellement. Tandis que nous, qui avons été habitués à lire des textes, nous approfondissons les choses. Et c'est ça qui vous différencie entre vous et moi. Je suis la vieille génération, vous êtes la nouvelle génération. Débrouillez-vous avec vos problèmes. Mais si vous ne vous corrigez pas, vous risquez d'avoir des erreurs. Attention, la numération formule, c'est l'un des examens les plus demandés. Et souvent, on ne l'analyse pas de manière rigoureuse. Ne serait-ce que la dernière étape, la post-analytique, où véritablement, surtout pour le monde pédiatrique, on doit faire la comparaison avec l'âge et le sexe, parce qu'il y a des variations. Et il est impossible de pouvoir retenir que les chiffres si vous ne faites pas la comparaison. Si vous ne faites pas la comparaison avec des tables, ça veut dire que vous n'avez pas interprété correctement l'hémogramme de votre enfant. Monsieur Vescosi, en médecine, il n'y a pas d'âge. Vous êtes toujours jeune. Il y a d'autres questions. Oui, levez-vous pour la question. À qui d'abord? Par rapport au... D'accord, la formule, elle nous permet de diagnostiquer au moins des signes difficiles. Par exemple, les viscotartus, c'est maintenant de pratique. Les périgenophiles, donc ça doit être vicieux. Le micro. La lymphopénie profonde, on les skips, les quatre skips. Les animés, etc. Tout ce qui est auto-immunité, c'est. L'auto-immunité, donc le commun variable, c'est au moins 6 diagnostics difficiles on peut poser des diagnostics uniquement par seulement. Déficit immunitaire, d'abord une très bonne lecture du numération formule sanguine. Voilà. C'est bien parce que Non, la bonne analyse de l'information numération, c'est tout le temps. Si j'ai fait ce truc, parce que, vous savez,
Et chaque fois, c'était Chérif à qui j'ai demandé, elle n'a pas eu le temps de pouvoir, parce qu'elle avait d'autres responsabilités. Et maintenant que je suis plus chef de service, j'ai le temps libre pour pouvoir faire parce que j'ai travaillé beaucoup pour faire cette présentation. Et j'ai découvert, je me suis dit, tiens, je vais me déplacer au laboratoire. Ils sont plus nuls que moi. J'étais étonné. Ils n'avaient pas les prospectus. J'étais deuxième étonnement. Je suis parti au service d'hématologie dirigé par le professeur Belhani. Et j'ai vu Nakal, qui est actuellement chef de service, j'ai vu tout le monde. Ils ne se sont jamais intéressés aux résultats que donne l'automate. Et c'est ça la gravité de la situation. Ils ne savaient pas les différences. Mais eux, comme ils ont l'habitude et puis ils ont tout sous la main, ils peuvent faire le frottis sanguin, à ce moment-là, ils ne font pas ce travail correctement, alors que vous l'avez sous la main. Il est à votre disposition. Il faut uniquement regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Ça y est, avec M. Bosmassi. Moi, je voudrais faire une remarque pour madame. Oui, allez-y, posez la question. Moi, je voudrais que revoir un peu les deux clichés, s'il vous plaît. Les deux clichés du thorax. Vous pouvez me passer, parce que peut-être que parce que j'ai eu un cas comme ça en 1970. Et puis, lorsque je regarde ici, parce que vous avez le pointeur, vous avez la ligne de tournant pour les pansements pleurales, et puis vous avez une clarté dans cette opacité. Alors, cette clarté dans cette opacité, nous qui sommes des vieux médecins, lorsqu'on regarde une clarté dans cette opacité, on dit qu'il y a quelque chose. Parce que si c'était uniquement, voilà, cette clarté-là, elle m'a étonné. Vous ne l'avez pas interprétée. Et ça m'a. Et nous, lorsqu'on voit comme ça, on pense. Parce qu'on a eu des cas comme ça, où il y a une rupture du kystidatique pulmonaire dans la pierre. On a eu dans l'atelier, dans l'archive de pédiatrie de 75-76. J'ai eu la chance, moi, de faire. J'ai eu la chance de faire cette image-là. Voilà. Alors que normalement, si vous avez un épanchement de grande abondance, vous n'aurez pas eu cette clarté. Et cette clarté, il faut l'expliquer. Ensuite, lorsque vous avez fait la deuxième radio du thorax. Attendez. Ouais, regardez ça c'est un cliché debout ou couché. Et lorsque vous voyez ici cette image qui est comme ça, festonnée, est-ce qu'il ne s'agit pas? Moi je pose la question parce que pour qu'il y ait un kystidatique du foie qui puisse se faire une rupture dans la plaie, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et en général, il y a une fistule bilio-bronchique. Alors, j'ai vécu aussi, l'avantage que c'est l'âge, parce que j'ai vécu une situation comme ça. J'allais vous raconter, vous me laissez, je vais continuer parce que je vais vous expliquer ce que j'ai vécu comme fistule bilio-bronchique. J'ai reçu un enfant de la Roanne, c'était en 1975. Il était cachétique, il toussait énormément, il était fébrile. On l'a vu sous antibiotiques, il avait une image pulmonaire bizarre, bronchopneumopathie. Il s'est amélioré, il commençait à manger, mais il continuait à cracher vert. Et il y avait le professeur Hamledji, le mari, le chirurgien thoracique, le Majid, je ne sais pas, vous avez entendu parler du professeur Hamledji, qui est décédé maintenant. Je marchais avec lui dans un couloir, le couloir de Ribado Dumas pour les gens qui connaissent les Messieurs. Et je lui dis, tiens, j'ai reçu un enfant, je lui raconte l'histoire, et puis il crache de la Bible. On était en train de marcher. Il crache vert. Alors il s'arrête, il me regarde comme ça, il me dit, mais tu es un âne, mon ami. Lorsqu'il m'a dit, tu es un âne, mon ami, j'ai compris que j'avais fait une faute majeure. Mais il m'a dit que ton malade crachait de la bile. Et effectivement, il a fait une fistule biliodigestive. Et lorsqu'on fait une fistule bilio-bronchique, on crache de la bile. Et l'image c'est pour ça qu'il voudrait voir la troisième échographie, de l'échographie hépatique. Alors regardez, je ne sais pas comment est le kyste, et vous n'avez pas fait un scanner hépatique pour voir quel était l'aspect du kyste. Et comment était l'image?
Concernant l'abdomen, je ne sais pas ma spécialité. Non, mais l'abdomen, c'est-à-dire que lorsque vous faites le scanner, normalement, est-ce qu'il y avait une image circulaire ronde correctement, ou bien à ce moment-là, lorsque vous avez une... Parce que c'est un cas... Et lorsqu'ils l'ont opéré, la troisième question, est-ce que les chirurgiens ont vérifié le poumon ou pas? Parce que l'épanchement pleural, comme ça, directement, une fistule, on aurait trouvé du liquide biliaire aussi, peut-être. D'après la littérature, s'il y a de la bile qui est passée dans les branches, ici aseptique, si le pH est anormal, le malade aurait dû faire une détresse respiratoire. Il n'y avait pas de détresse respiratoire, sauf l'orthopnée. Il n'y avait pas ce que vous êtes en train de dire, il n'y avait pas de crachat. Donc cliniquement, ce n'était pas en faveur du tout. Est-ce que vous l'avez vu en post-opératoire? Si, je suis en train de le suivre dernièrement pour vous dire. J'ai fait un scanner thoraco-abdominal parce qu'en général, ces cas, c'est les récidives et les localisations secondaires. Concernant le thorax, c'est bon. Le scanner thoracique, pour vous dire du point de vue pulmonaire, il n'y a rien. Du point de vue thorax, il n'y a rien, mais il y a une suspicion de récidive au niveau du foie. Et il est même lié au service de chirurgie thoracique. Mais cliniquement, il va très bien. Et la question que je voulais vous poser aussi, quelle est la fréquence actuellement des crises d'asthme? Vous avez une zone pastorale ici, est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Concernant la période, il ne dépasse pas l'incidence nationale. C'est-à-dire parce que nous, dans les CHU, on n'en voit pratiquement plus. En général, on ne reçoit pas beaucoup de crises d'asthme ces derniers temps. Mais les cas qu'on reçoit, c'est des cas compliqués et difficiles. C'est des cas difficiles et compliqués. Je connais le temps. Donc là, on a une pause café avec la visite des posters et on va se revoir ici dans 15 minutes pour la suite de l'événement.